Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. Les fameux enjeux du Grand Prix, le Grand Prix d'Émilie-Romagne et du Made in Italy. Mon cher Cyprien Juillard qui est avec moi, comment ça va ? Bah ça va très bien, je vois que tu connais l'appellation parfaitement, alors là c'est magnifique. Voilà, moi je reste sur la partie du Made in Italy qui est absolument fabuleuse. Grand Prix Pirelli, hein, bien entendu, puisque histoire de vraiment... Oui, le Grand Prix d'Imola quoi. C'est globalement le Grand Prix d'Imola, comme tout le monde l'appelle depuis quelques années, le Grand Prix de Saint-Marin évidemment pour les moins jeunes d'entre nous, dont je fais partie malheureusement, j'en ai vu quelques-uns. Des Grands Prix de Saint-Marin, que voulez-vous, c'est comme ça. Avec, eh bien Cyprien, forcément, le point qu'on va tous suivre, c'est l'écurie alpine, et plus précisément son nouveau pilote, Franco Colapinto. Alors, je dis écurie alpine, puisqu'en plus, Oliver Oaks a dû précipitamment quitter le navire, dirons-nous, et maintenant, Franco Colapinto se retrouve à la place de Jack Doohan. Il a dit en conférence de presse, on choisit pas quand on débute en F1, il faut réussir à faire le job tout de suite. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir justement le faire, ce job ? Bah, ça va être compliqué parce que Franco Colapinto, il faut s'imaginer que c'est un pilote qui a, je sais pas, 5-6 Grands Prix au compteur, pas plus. Une petite dizaine maximum, quoi. Oui, non, peut-être un peu plus. Allez, une petite dizaine, on va dire. Il arrive à Monza l'an dernier, il doit en avoir 8-9, quelque chose comme ça. Il arrive dans une équipe nouvelle, avec une voiture nouvelle, puisqu'on rappelle qu'il était chez Williams l'an dernier. Bien sûr. Donc il faut découvrir une voiture qu'il a peu roulé avant, il a fait quelques TPC, etc. Mais c'est très différent en fait, et on peut pas attendre de lui qu'il fasse mieux que Jack Doohan, qui était lui aussi rookie, dans une voiture que lui, pour le coup, connaissait beaucoup mieux, puisqu'il l'avait déjà roulé en essai à Bahreïn, puis que Doohan faisait partie quand même de l'équipe depuis, et fait toujours d'ailleurs partie de l'équipe depuis plusieurs années, donc il avait déjà roulé dans d'anciennes Alpines. Colapinto, je vois pas comment on peut attendre de lui qu'il fasse mieux que Doohan. Surtout que Colapinto, moi je mets quand même un petit bémol, je pense que c'est un pilote très talentueux, on l'a vu, mais on a aussi vu l'an dernier, sur certaines courses, qu'il n'était pas encore tout à fait prêt, comme tous les rookies d'ailleurs, qui faisaient quelques petites bévues sous la pluie au Brésil, à Las Vegas, etc. Donc moi je trouve cette décision brutale et prématurée. Ouais, et puis le problème c'est qu'il est obligé de réussir, parce qu'il n'a que 5 Grands Prix. Hein. Si au bout de 5 Grands Prix ils ne sont pas contents chez Alpine, est-ce qu'on remet Doohan, est-ce qu'on met Polaron, est-ce qu'on met Kouchmaini, est-ce qu'on va chercher quelqu'un d'autre ? Enfin voilà, c'est pas non plus le mettre dans une confiance exceptionnelle que de lui dire bonjour, tu vas faire 5 Grands Prix, puis on avisera. En fait, ça change un peu la perception qu'on avait en début d'année, parce qu'on pensait que Jack Doohan, c'était un peu le pilote qu'on avait foutu parce qu'il était là, il était déjà au sein de l'équipe, et puis faute de mieux, et qui a vu cette opportunité Colapinto, et qu'en fait, on allait attendre justement ces fameux 5 Grands Prix ou 6 Grands Prix pour respecter le contrat de Doohan, avant de le virer et de mettre Colapinto pour là, par contre, du long terme. Et là, on apprend que c'est encore un contrat court terme. Alors, oui, forcément, on comprend pas la logique d'Alpine. On sait, comme tu t'as dit, qu'il y a Paul Aron qui est le seul candidat interne derrière, potentiel pour la F1, puisque Kouchmaini, bon, voilà. Gabriel Emini n'est pas prêt, etc. Donc, est-ce que le but, c'est de mettre Paul Aron à terme ? Ou est-ce que le but, c'est de profiter un peu des sponsors de Colapinto ? Est-ce que le but, c'est d'aller chercher un autre pilote pour la saison prochaine plus expérimenté ? Un Mick Schumacher, par exemple, qui est déjà dans la maison ? Je sais pas, mais en fait, Alpine, le problème, c'est que on essaie d'analyser la situation, mais on n'y arrive pas. On comprend pas où ils vont. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'on sait pas où ils vont. Ouais, après, j'ai toujours été un défenseur de la méthode Flavio Briatore. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais... Tu vas pas te faire beaucoup d'amis, là. Pas un défenseur de la méthode à proprement parler qui est brutale, mais un défenseur des résultats. Et j'en ai longuement parlé avec des amis, notamment amateurs de Formule 1. C'est quand même quelque chose où, qu'on le veuille ou non, même si on nous dit que la F1 a changé, ça reste gérer des hommes et des femmes, mettre les meilleures personnes aux meilleures positions. Parfois, évidemment, ça se fait, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. À mon avis, ça doit être sa devise préférée. Oui. Mais donc voilà, il est dans la phase de cassage des œufs en ce moment. Après, il va les battre et puis ensuite, il va essayer de faire une omelette. Est-ce que l'omelette prendra ? Ça, on n'est pas encore sûr. Mais c'est vrai que actuellement, on n'a pas cette sensation de vision. C'est sûr que voilà, tout se fait un petit peu de manière précipitée. Et puis la situation avec Oliver Oaks aussi, moi, je crois sincèrement que Flavio Briatore avait dit qu'il avait choisi Oliver Oaks. Je pense qu'il l'avait choisi et que dans son esprit, c'était ce côté. Flavio Briatore allait mettre en place l'équipe et Oliver Oaks ensuite allait la mener quand Flavio Briatore en aura un petit peu marre, parce qu'il n'a pas 40 ans, hein, Flavio. Oui, et puis il a des problèmes de santé, il a quand même diminué aussi. Hein. Voilà, donc il le sait tout ça, et évidemment, comme tout le monde, ça l'a pris de court cette situation avec Oliver Oaks, avec Hightech, avec le frère d'Oliver Oaks également. Donc voilà, peut-être que ça va donner quelques grands prix de flottement. Ils veulent toujours être champion du monde en 2027 chez Alpine, je tiens à le rappeler. On ne peut que leur laisser le bénéfice du doute. Bon, Pierre Gasly aussi, il parle d'être champion ou de se battre pour le championnat dès l'an prochain. Donc bon, est-ce qu'il y croit ou est-ce que c'est de la com ? Je pense qu'il y a forcément un peu des deux. Du côté d'Alpine, là où je te rejoins un peu, c'est qu'en effet, Flavio Briatore, il a quand même des résultats. Il a eu des résultats dans sa carrière.
La Formule 1 a quand même changé. Je suis d'accord avec toi, ça reste du management, mais ça a quand même beaucoup évolué. Et là, en l'occurrence, Alpine, le problème, c'est qu'il est arrivé dans une équipe qui était déjà pas structurée et qu'on a l'impression que structurer cette équipe, tous ceux qui ont essayé se sont cassés les dents. En fait, on a vu passer tellement de monde à la tête d'Alpine. On se souvient de Laurent Rossi, d'Otmar Safnauer, Bruno Famin plus récemment, et j'en passe. Enfin, cette équipe, elle change tous les ans ou tous les 2 ans, et puis on change les objectifs. Il y avait le projet des 100 courses, ça c'était le truc de Laurent Rossi. Oui, c'était son truc. On va être champion du monde dans 100 courses, alors je crois que ça devait être en 2021, donc ça faisait 5 ans, donc 2026, remarque, le projet finalement a pas changé, mais entre-temps il avait changé, entre-temps c'était plus tard, puis après c'est revenu 2026. Il est revenu à 100 courses, mais après 40 courses, enfin bon, c'est un petit peu le Voilà, donc en fait même les pilotes, enfin la gestion des pilotes, je suis désolé, mais moi, un truc que je pardonne pas à Briatore, parce que ça c'est lui qui en est responsable, c'est ce qu'ils ont fait à Esteban Ocon en fin de saison dernière. Je dirais Ocon, pas lui laisser faire ses adieux à l'équipe, un pilote qui était là depuis 5 ans, qui a porté l'équipe, qui a fait remporter sa première victoire à la marque Alpine. Bon, la sortie était indigne, et là la sortie de Doha n'est pas beaucoup plus belle, même si Doha a fait beaucoup moins de choses. Mais voilà, après j'ai hâte de voir, en tout cas, pour conclure sur le sujet, je suis très content de revoir Colapinto, parce que ça reste un petit rayon de soleil, je trouve, ce pilote, on voit qu'il est content d'être là, puis il ramène quand même toute l'Amérique du Sud derrière lui, des fois c'est un peu excessif, il faut pas aller insulter les autres pilotes, s'il vous plaît, si vous nous regardez de l'Amérique du Sud, n'allez pas insulter les autres pilotes quand ils touchent à Colapinto, mais en tout cas, voilà, ça ramène une nouvelle base de fans, et puis pour Alpine, des nouveaux sponsors, on sait que Flavio adore les sponsors, donc ça peut être positif. Deuxième enjeu, on est à Imola, on est en Italie, évidemment on ne peut pas ne pas parler de Ferrari, il devrait amener des évolutions, on n'a pas encore exactement la teneur de ces évolutions au moment où on filme cette vidéo. Maintenant, Cyprien, au vu du bazar que ça a été à Miami, au vu des déclarations des pilotes, au vu de la difficulté en piste, j'ai presque déjà l'impression que c'est l'évolution de la dernière chance, alors qu'il reste une vingtaine de courses, mais il faut vraiment qu'il y ait un pas en avant sur ce week-end. Bah en fait, je pense que oui, c'est l'évolution de la dernière chance, puisqu'à mon avis, cette évolution, elle va décider de s'il continue ou non à investir dans 2025. Je pense que dans tous les cas, les équipes vont rapidement se tourner vers 2026, mais en fait, si l'évolution marche pas, s'ils se rendent compte, alors si c'est vraiment une évolution majeure, puisque du coup les dernières infos avaient tendance à dire que ce serait moins une évolution majeure que ce qui était attendu, si c'est une évolution qui doit en tout cas vraiment changer les choses et qu'elle ne le fait pas, bah en fait ils vont jeter l'année à la poubelle. Ils peuvent pas faire autrement. Donc là ils jouent leur saison en fait à Imola, mais je trouve qu'ils partent quand même de loin. On l'a vu à Miami, le retard. Alors déjà le retard de toute la concurrence sur McLaren était énorme, mais le retard de Ferrari déjà sur les Mercedes, sur Verstappen. Enfin bon, ils y font 7 et 8, ils sont quand même à la bataille jusque dans le dernier virage avec la Williams de Sainz. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'était pas. Et Albon était loin devant. Hein, donc, Oui, et Albon était loin devant, t'as raison de le signaler. Donc, c'est pas leur place. Et puis, en effet, on a senti la tension à Miami. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que finalement, cette tension, c'était les deux pilotes étaient tendus, mais pas l'un contre l'autre, ce qui est assez rare. Oui. Ils étaient tous les deux tendus contre leur équipe, contre la gestion de leur équipe qui a été mauvaise, en fait. Enfin, je veux dire, on se battait pour les places 8 et 9 ou 7 et 8. Ouais, 7 et 8 à peu 7 près. Et 8, ouais. Ils allaient revenir sur Anthony 6ème, mais c'était tout. Quoi. Oui, non, mais c'est ça, exactement. Puis au final, ils sont jamais revenus. Donc ça montre quand même qu'il y a une frustration qui est naissante chez les pilotes. Et je pense qu'Hamilton, il imaginait autre chose et que les tifosi imaginaient autre chose aussi d'Hamilton. Donc, Moi, je dis chapeau parce que ça prouve comme cette cohésion entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Ils ont déjà un ennemi commun. Et ça, c'est fort. Bon, c'est leur équipe, mais le principal est d'avoir un ennemi commun. C'est leur partie d'échec ensemble. Ça a dû leur donner envie de devenir coéquipier plutôt qu'adversaire. Ils le sont déjà coéquipiers, mais on va dire vraiment partenaires dans cette défiance commune vis-à-vis de leur équipe. En revenant sur un circuit où il devrait faire un petit peu moins chaud qu'à Miami, parce qu'on l'avait pas forcément remarqué, mais c'était à fournaise, hein, clairement, malgré la pluie qui tombait. Est-ce que McLaren, pour toi, va garder cet avantage ? Parce qu'à Miami, ils étaient loin devant la concurrence. Oscar Piastri a dit en conférence de presse que ça venait aussi de la chaleur. Ils se rendent compte que la voiture marche bien quand il fait chaud. Ça tombe bien, c'est l'été qui arrive en Europe, donc ça va leur faire des bons grands prix en principe. Mais est-ce que sur une piste comme ça, assez fraîche, ça pourrait encore marcher pour toi ? Bon, je pense qu'on a vu sur le début de saison que la McLaren marche partout, globalement. Ouais. Alors Miami, en effet, la chaleur a fait que, puis les caractéristiques du circuit aussi, ont fait que la McLaren marchait particulièrement bien en course. En qualif, ils n'ont quand même signé aucune des deux pôles. Voilà, ils se sont fait battre. Il faut le noter quand même. Antonelli et Verstappen, une Mercedes et une Red Bull, donc ils ne sont pas imbattables en qualif, on le sait, on l'a vu depuis le début de l'année. Hein. Verstappen, il en est déjà à 3 ou 4 pôles, donc McLaren est battable. Par contre, en course, il n'y a vraiment pas match. Enfin, l'écart, il y a 37 secondes entre Piastri et la première voiture non McLaren. 37 secondes, c'est le plus gros écart entre une équipe et la suivante, enfin entre un vainqueur et le suivant, depuis Bahreïn 2023, il me semble. Là, on parle quand même d'un écart qui est considérable. À l'époque, c'était le début de la domination Red Bull, et je pense que McLaren, on le voit,
globalement, à la régulière, ils sont imbattables pour le moment. Ils sont imbattables. Le seul circuit où ils ont été battus, c'était Suzuka. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas doubler. Mais ils étaient plus rapides que Verstappen. Ils ont passé la course collée à Verstappen. Juste, ils ne pouvaient pas l'attaquer. Donc forcément, la question de cette domination, elle va poser question, forcément, du coup. Elle va poser problème aussi pour le spectacle, puisque si on se dirige vers un duel Piastri-Norris, il va falloir que les deux soient vraiment serrés pour que ça nous tienne en haleine. Mais je trouve déjà que cette fameuse saison la plus serrée de l'histoire, qui était un peu survendue en début d'année... Ça va pas durer pour l'instant. Bah non, pour le moment, on voit pas ça. Donc écoutez, bravo à McLaren, mais j'espère qu'à Imola, la concurrence sera un peu plus près, qu'on ait des belles batailles, même si on sait aussi que c'est un circuit où il est très dur de doubler, donc celui qui fait la pole aura peut-être un avantage. Suivez tout ça évidemment sur autohebdo.fr. Vous pourrez suivre aussi le rallye du Portugal en intégralité, en live texte sur Autohebdo. Et puis les qualifications des 500 miles d'Indianapolis, on va un petit peu prêcher pour ma petite paroisse bien modeste, mais voilà, c'est toujours... Tout à fait, la Formule 2, la Formule 3 également, qui sont de retour, et qui seront aussi de retour à Monaco et à Barcelone les 2 semaines suivantes, en même temps que la F1. Voilà, parfait, donc voilà, on a tout ça, et la Formule à Tokyo. La Formule à Tokyo, puis de toute façon, et puis plein d'autres choses globalement sur Autohebdo. Il y a toujours plein de choses. Il y a toujours plein de choses. Merci Cyprien. Bon, merci Michael. Allez, à bientôt, ciao. À bientôt.